Ça nous fait toujours plaisir et chaud au cœur d'être là chaque année aux rencontres annuelles des musulmans de France pour parler de notre association et en même temps parler de l'expérience qu'on a vécue avec plusieurs collègues à travers ces dernières années. Et surtout le professeur Raphaël Petit. Nous, dans l'association, dans l'USSM, l'Union d'organisation de soins et secours médicaux France, on a commencé les actions humanitaires en Syrie en 2012. C'était suite à la crise humanitaire en Syrie qu'on a commencé à faire les premiers allers-retours pour découvrir les besoins là-bas. Et au début, c'était des allers-retours individuels. Raphaël, elle est partie une première fois. Et lorsque elle est partie avec d'autres médecins qui ont essayé aussi d'y aller pour aider la population là-bas sur place. Et la première chose quand même qu'on a vue sur place, que c'est vrai lorsqu'on a entendu en 2012 qu'il y a des bombardements des hôpitaux, qu'il y a des collègues, médecins, infirmières qui travaillent dans des zones très difficiles, qu'il y a aussi parmi eux qui ont été arrêtés, torturés simplement par soin des blessés. Et c'était ça la première, quand même, première chose qui saute aux yeux. Raphaël lui-même, lorsqu'il est parti, il est revenu. Il peut témoigner, lorsqu'il était là-bas, que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai qu'un hôpital est bombardé? Parce qu'au début, personne n'a cru que oui, on peut bombarder un hôpital. Alors oui, c'est exact. Mais je voudrais d'abord vous remercier d'être là et de prendre le temps de venir écouter notre témoignage sur la situation humanitaire en Syrie. Quand je suis parti en 2012, je suis allé dans une première fois dans une petite ville à 40 km environ à l'ouest d'Alep, dans la ville d'Ala. Je suis anesthésiste réanimateur. Et au troisième jour, nous avions beaucoup de blessés qui arrivaient des zones de combat et en particulier d'Alep. Et au troisième jour, vers 2 h du matin, quand je me suis couché, vers 4 h, j'ai été réveillé par le chant du muezzin et qui appelait à la prière. Et brutalement, je me suis jeté par terre, sans vous expliquer pourquoi. Et l'hôpital a été bombardé et nous avions pratiquement détruit et nous avons été obligés d'évacuer tous nos blessés, de les soigner, d'évacuer tous nos blessés. Et avec mes collègues, je suis parti à ce moment-là dans une autre ville, la ville de Al-Bab, au nord-est d'Alep. Et dans cette ville, qui a un hôpital régional, un hôpital de plus de 100 000 habitants, l'hôpital de Al-Bab était déjà détruit. Et donc, j'ai travaillé avec mes collègues dans un hôpital clandestin, dans une grande villa. J'ai quitté cette villa, cet hôpital, le 6 octobre 2012. Le 17 octobre 2012, l'hôpital était détruit avec une partie des personnes avec qui j'avais vécu. Donc, il était clair que ce que l'on m'avait dit en Syrie, que de ce qui se passait en Syrie, c'était une réalité. Les hôpitaux et les personnels soignants étaient des cibles du régime qui faisaient en sorte de terroriser au travers, et en particulier, il ne visait pas que les hôpitaux, il visait aussi les centres de soins, il visait les écoles, il visait les mosquées, etc., pour faire en sorte que la population soit terrorisée dans les zones qui étaient occupées par les rebelles et qu'elle parte, et qu'elle fuit. Et donc, il y avait une vraie volonté politique de terroriser la population pour qu'elle ne reste pas dans les zones que le régime avait perdues et qui étaient occupées par les rebelles. C'est en tout cas ce que j'ai vu en 2012.
Donc, premier constat, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui ont été bombardés, comme il y a beaucoup de victimes civiles. Parce que là, de loin, lorsqu'on voit à la télé, quelquefois on dit peut-être que les gens exagèrent, peut-être que c'est pas vrai. Et il y a toujours les médias, il y a toujours les autres qui parlent opposant à quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'on est parti sur place, on a vu vraiment, Raphaël, il a vécu 2 fois 2 bombardements de 2 hôpitaux. Autre chose quand même qu'on a constaté dès le début, qu'il n'y a pas assez des médecins et des infirmières, des sages-femmes pour soigner les gens là-bas. Parce que les premiers qui ont commencé à quitter ces zones de combat, ceux qui ont les moyens, et malheureusement, il y a beaucoup de médecins qui ont les moyens, qui l'ont quitté. Il reste peu de médecins. Et autre chose, et ce qui reste, on ne trouve pas toutes les spécialités. Donc, c'est pour ça qu'on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui font le travail des autres. On avait les internes, les externes et tout ça. Alors, comment tu te rappelles de ça aussi? Alors, toute la difficulté a été justement que les hôpitaux étaient devenus les endroits les plus dangereux. Ils étaient les endroits, 60% aujourd'hui, on peut envisager à peu près à 60% la destruction des centres hospitaliers, des centres de soins primaires, etc. en Syrie. Et cette dangerosité de l'hôpital a fait qu'une grande partie des personnels soignants, des médecins, des compétences, des chirurgiens ont fui le pays, comme 10 millions d'habitants qui sont en Syrie, 5 millions sont à l'extérieur et 7 millions ne sont plus chez elles. C'est cette réalité qu'il faut bien voir. Aujourd'hui, la Syrie est considérée comme la plus grande catastrophe humanitaire depuis la dernière guerre, avec sur 22 millions, 10 millions de personnes qui ne sont plus chez elles. Cette destruction du système sanitaire dans sa totalité et toutes les compétences qui sont parties, avec le fait qu'ils ont été remplacés souvent par de bonnes volontés. C'est-à-dire qu'on a vu des gens apprendre sur le tas à faire des piqûres, à faire des pansements, à être des infirmiers. On a vu, et nous en avons eu, une dame qui était ce qu'on appelle en France une technicienne de surface, c'est-à-dire qui nettoyait, qui était agent d'entretien. Par manque d'infirmiers, elle est devenue infirmière, et quand il a manqué de sage-femme, elle est devenue sage-femme. Et on ne peut que rendre hommage à toutes ces personnes qui ont pris sur eux-mêmes de faire ça. Les étudiants en médecine aussi, qui ont remplacé les médecins. Les étudiants en chirurgie qui sont devenus des chirurgiens spécialistes. Et il y a parmi nous le docteur Joubran, qui était en première année de chirurgie vasculaire et qui pendant plus de 4 ans a travaillé comme un chirurgien vasculaire spécialiste. Et donc c'est ça la réalité actuellement en Syrie. C'est-à-dire c'est une situation où les hôpitaux sont en situation dégradée. Au point que, comme les hôpitaux étaient des objectifs, il a fallu passer dans la clandestinité. Beaucoup d'hôpitaux ont fonctionné dans des caves, ils ont fonctionné au fond de mines, ils ont fonctionné à chaque fois, il a fallu repenser, chaque fois qu'un hôpital était bombardé, il fallait trouver dans les décombres le matériel qui pouvait encore servir et refaire de nouveaux hôpitaux. C'est la réalité. Et souvent, j'aime à dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le personnel soignant syrien. Beaucoup. Peu de gens savent que ce sont les Syriens expatriés, les Syriens qui sont sur place, qui ont fait face tout seuls à ces... Bien sûr, ils ont été aidés par des ONG, mais qui n'avaient pas le droit de rentrer en Syrie, que ce soit Médecins sans frontières, Médecins du monde ou d'autres associations. Mais les autres associations le faisaient depuis les pays voisins, mais ne rentraient pas en Syrie, et ne sont pas rentrés en Syrie. Ce sont les Syriens eux-mêmes qui ont été confrontés à cette réalité. Et aujourd'hui encore, ce sont les Syriens eux-mêmes qui font face tout seuls aux besoins sanitaires du pays. Donc, voilà les constats qu'on a vus. Nous, c'est vrai, à l'UESSM, comme disait Raphaël, qu'on a quand même avantage
que la plupart des médecins qui ont commencé à travailler avec le SSM, c'est des médecins d'origine syrienne, qui nous a permis de rentrer à l'intérieur de la Syrie. Donc, en différent avec les autres ONG qui interviennent pendant les catastrophes humanitaires, on a pu rentrer à l'intérieur de la Syrie, à l'intérieur des villes, à l'intérieur des villages pour travailler ensemble à l'intérieur. C'est vrai que moi, au début, lorsque Raphaël souhaitait partir avec nous, bon, ça m'a étonné un petit peu parce que je dis, nous, c'est nos pays, nous sommes des Syriens, on est obligés d'aller rentrer. Raphaël, lorsqu'il a demandé, au début, on a dit, est-ce que vrai, il veut aller avec nous jusqu'à l'intérieur de la Syrie? Finalement, c'est l'inverse. C'est à chaque fois, si on a envie de partir, c'est lui qui nous encourage d'y aller. Je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai eu presque toutes mes réponses parce que je lis le livre qu'il a fait Raphaël, qui a raconté son histoire humanitaire. Et dans son livre-là, j'ai découvert quand même la personnalité de Raphaël et je comprends mieux pourquoi il était engagé avec la Syrie. Et ce qu'il a fait Raphaël, lorsqu'il est parti 2-3 fois là-bas, il a eu une idée. Cette idée, c'est vraiment différente. On sait, Médecins sans frontières, Médecins du monde, Handicap international et plusieurs autres ONG, même le Croix-Rouge, lorsqu'il part dans les zones de catastrophes, les zones de combat, les zones de catastrophes naturelles, ils vont aller là-bas pour faire les soins médicaux. C'est-à-dire qu'ils partent avec une mission humanitaire, des médecins, des infirmières, ils l'installent là-bas, ils vont soigner les gens, ils vont opérer, ils vont faire tous les services médicaux. Par contre, Raphaël, il a une autre idée. Une autre idée qu'au début, tout le monde a pensé qu'on ne peut pas le faire pendant les périodes de guerre, mais finalement, on a fait. Et les fruits, on le voit maintenant, au bout des années, avec les nombres énormes qui sortent dans les centres de formation. C'était quoi cette idée, Raphaël? Bien, le fait, c'est que la guerre en Syrie est une guerre dans les villes, c'est une guerre urbaine. Elle se passe quartier contre quartier, rue contre rue, maison contre maison, et les forces en présence, que ce soit le régime d'un côté avec ses alliés, d'un côté les rebelles, vont tenter d'occuper la ville. Et ils se battent comme ça. La population, elle est prise au piège de ces combats. On ne lui demande pas d'évacuer pour pouvoir ensuite se battre. La population vit, travaille, est là, et donc elle était prise au piège. Comme étaient pris au piège en même temps les hôpitaux. Les hôpitaux, qui étaient des hôpitaux civils, prenaient en charge les problèmes de santé de la population de la ville en question, que ce soit à Alep, que ce soit à Homs, que ce soit à Hama, etc. Ce sont des hôpitaux urbains. Mais au même temps, la guerre se passait dans la ville. Et donc, les blessés arrivaient forcément dans cet hôpital. Et c'est le propre de la guerre. La guerre est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle une catastrophe d'origine humaine. Il y a des catastrophes qui sont naturelles, comme les tremblements de terre, comme les inondations, les tsunamis, etc. Et il y a aussi des catastrophes technologiques, comme on a pu le voir avec Tchernobyl et autres. Et puis, il y a les catastrophes humaines, et la guerre est une catastrophe humaine. Cette population-là était soumise au bombardement, elle était soumise aux attaques, elle était soumise, etc. Bien entendu, elle essayait de fuir, dans la mesure du possible, de fuir la ville, de fuir les endroits, etc., pour aller se réfugier dans des endroits plus calmes. Mais les hôpitaux qui étaient sur place, eux, étaient confrontés en même temps à l'afflux de blessés. Alors, bien entendu, au même temps qu'ils avaient choisi à traiter, à prendre en charge l'accouchement, l'appendicite, etc. Et puis d'un seul coup, arrivaient 10, 20, 30 blessés venant des zones de guerre, venant des bombardements. Ils étaient brûlés, ils étaient traumatisés, ils étaient en même temps blastés, etc. Toutes ces pathologies qui sont des pathologies propres à la guerre. Mais le problème, c'est que nos confrères et nos collègues syriens ne savaient pas du tout les prendre en charge. Ils n'avaient pas été formés à ça. Ce n'étaient pas des médecins de guerre. Moi, j'ai eu une carrière militaire qui m'avait préparé et par mes compétences universitaires, je formais en même temps les médecins militaires à ça. Et donc, il faut voir aussi, peut-on considérer que nos confrères français sont mieux préparés? Pas du tout. Quand il y a eu le Bataclan et qu'il y a eu plus d'une centaine de victimes, les hôpitaux français n'ont pas su faire face.
à cette pathologie, à ce qu'on appelle en particulier le triage, l'organisation, etc. Au point que c'est devenu une cause nationale, que celle de former les équipes dans les hôpitaux français pour savoir faire face en cas de terrorisme. Et donc, l'idée était, il faut les former. Et il faut former le personnel syrien, civil, à la prise en charge des blessés de guerre. D'où la création du premier centre de formation qui a été créé à Bab el Awa, en Syrie. Et nous avons au total fait, toi et moi, plus de 27 voyages. Et nous avons mis en place plus de 12 cours pour nous adapter et pour former les personnels justement à pouvoir faire face à cette situation qui leur était faite et qui leur était imposée. Donc c'est la formation. L'idée c'est la formation. Former c'est sauver des vies. Et c'était ça le slogan de Raphaël. Former c'est sauver des vies. Lorsqu'on a commencé la formation avec Raphaël, au début on n'a pas cru qu'on va arriver à former pendant cette situation de guerre. Là, au bout de 5 ans, il y a plus de 10 000 personnes qui ont été formées à travers les centres de formation. Avec Raphaël, on a fait la formation à Alep, dans le nord-ouest de la Syrie. On est parti sur la frontière entre le Liban et la Syrie, en Jordanie par le sud de la Syrie, et dernièrement dans le nord-est de la Syrie à travers de l'Irak. Donc il y a plusieurs centres de formation qui ont été créés. Et à travers ces centres-là, Raphaël a mis en place 12 programmes qui répondent à tous les besoins des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des gynécologues pour faire face à la situation de crise humanitaire. Et à travers la formation et à travers les allers-retours en Syrie, Raphaël qui a constaté aussi quelque chose qu'on peut aussi confirmer, parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que vrai il y avait une utilisation des armes chimiques? Parce que les gens ils pensent que non, c'est pas des vraies armes chimiques, mais à travers ces voyages, est-ce que c'est vrai il y avait une utilisation des armes chimiques en Syrie? Alors, ce que tu dis, Ziad, est très juste. Hein. Encore, il y a à peine 3-4 jours, on me pose la question en me disant, mais est-ce que c'est vrai qu'on a utilisé de l'arme chimique en Syrie? Est-ce que vous n'êtes pas partial? Alors, au début, l'arme chimique est considérée comme une arme à destruction massive. Et donc, dans mon esprit, bien évidemment, le chimique est fait pour tuer des milliers de personnes en même temps. C'est pour ça la première question à Alep en 2013, il y avait un stagiaire qui a posé la question, en cas d'utilisation d'armes chimiques, qu'est-ce qu'on fait? Et tu as dit, on ne fait rien. On ne fait rien, parce que dans mon esprit, déjà, en cas d'attentat chimique en France, nous serions dans une situation extrêmement difficile avec tous les moyens que nous avons, d'accord? Et je vous le dis très sincèrement, de fait de ma spécialité. S'il devait y avoir là maintenant une explosion avec du sarin ici, nous serions dans une situation extrêmement compliquée pour pouvoir décontaminer les centaines de personnes qui sont là, etc., pour les prendre en charge. Nous n'aurions pas suffisamment d'oxygène, n'aurions pas suffisamment de respirateurs, etc. Alors je parle de la France. Qu'est-ce que ça peut être un pays comme la Syrie qui n'était pas du tout préparé à ça? Et donc, bien évidemment, dans mon esprit, l'arme chimique était une arme à destruction massive. S'il y a utilisation de l'arme chimique de cette manière, nous n'aurions jamais les moyens de faire face à ça. Autant laisser mourir les gens dans des conditions extrêmement difficiles et effroyables. Donc, j'avais pas cette notion. Mais, en même temps, il y avait ces médecins qui arrivaient et qui disaient le chimique est utilisé. Nous voyons arriver, après des bombardements, des blessés intoxiqués. Et j'avais du mal à comprendre. Vraiment, j'avais du mal à comprendre. Et j'avais pas l'idée que nous puissions mettre des cours de chimique. Et puis, au mois de mai 2013, c'est mai ou mars 2013, nous avons vu arriver une mère et sa fille. Et toutes les deux venaient de la ville de Sarakeb, où il y avait eu une explosion par un hélicoptère, et cette bombe était tombée dans une maison, tuant le père, pas la mère, les enfants, etc. Et il n'y avait de rescapés que la mère et sa fille. Elles ne présentaient pas d'autres pathologies, pas de traumatisme, rien du tout. Mais elles avaient, en arrivant, tous les symptômes
d'une intoxication par le chimique. Tout. Et en particulier par le sarin, par le neurotoxique. Donc, force était de constater que le chimique avait été utilisé. Et alors, j'ai compris que le chimique était utilisé à des fins plutôt de type tactique. J'expliquais tout à l'heure que la guerre était une guerre urbaine, que la guerre se passait de maison à maison, de rue à rue, de quartier à quartier. Les rebelles, comme le régime, étaient embusqués, cachés à l'intérieur des maisons. Et avec des snipers, ils se faisaient la guerre, comme ça. Difficile, dans ce cas-là, de réoccuper un terrain quand vous avez des gens qui sont embusqués, cachés, derrière des fenêtres, derrière des murs, etc. La seule façon de les faire sortir, c'est ce que le régime avait compris, c'est d'utiliser le chimique à petite dose. C'est-à-dire, on va utiliser le chimique dans des grenades, on va utiliser le chimique dans des mortiers, on va tirer, le chimique à ce moment-là, liquide devient vapeur, la vapeur, on ne peut pas s'empêcher de respirer, les gens n'avaient aucun moyen de protection, et à ce moment-là, les rebelles, quelques-uns commençaient à présenter des signes d'intoxication, les autres comprenaient que c'était du chimique et ils se sauvaient. Et comme c'est un produit extrêmement volatile, le sarin, ça fait qu'une heure après, le régime pouvait réoccuper l'espace. D'accord ? Et donc en fait, ils n'utilisaient pas le chimique à destruction massive, mais ils utilisaient le chimique comme on utilise éventuellement le gaz, d'accord, pour faire sortir les rats qui sont cachés. On les enfume. Et donc ils utilisaient le chimique de cette façon. Et nous avons donc vu après la nécessité qu'il y avait d'assurer la formation, parce que, bien évidemment, c'était comme ça que le chimique. Et quand le chimique a été interdit, après, c'était en 21 août 2013, où là, le régime l'a utilisé à destruction massive dans la Ghouta, puisqu'ils ont tué en une seule nuit plus de 1400 personnes, ont été tuées par le chimique en une seule nuit. Alors, le chimique a été interdit, le régime a été amené à détruire ses munitions, d'accord ? Mais comme ils avaient la volonté d'utiliser le chimique pour faire sortir les gens qui étaient embusqués, alors ils ont commencé à utiliser le chlore. Et donc après le sarin, ils ont utilisé le chlore de la même façon, avec des bombes au chlore, pour faire sortir les gens qui étaient embusqués dans les maisons, etc. Donc nous avons été obligés, bien entendu, de mettre en place des formations à l'utilisation à la prise en charge des blessés chimiques, comme nous avons été obligés de mettre en place des formations à l'utilisation du chlore. Donc voilà, la formation qui a été faite en Syrie, c'était vraiment en fonction des besoins et en fonction de visites réelles sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on a adapté chaque module de la formation avec des besoins et avec vraiment des problèmes réels. Raphaël, après la Syrie et les pays limitrophes de la Syrie, on a eu l'occasion aussi de partir ensemble un peu plus loin. Et on est parti à Bangladesh. Parce que, bon, lorsqu'on a discuté, on a vu que le misère, malheureusement, il est partout dans le monde. Qu'est-ce que tu peux aussi témoigner de cette visite à Bangladesh ? Oui, nous étions très engagés en Syrie avec Ziad, avec l'USSM, etc. Les besoins de formation étaient très importants. Peut-être pour te préciser que, alors même que nous sommes en train de discuter ici, les centres de formation continuent de former. D'accord ? Parce que chaque centre de formation est complètement autonome. Il y a leur directeur administratif, directeur médical, il y a le personnel, il y a les formateurs, et nous avons formé les formateurs et nous les avons rendus autonomes et pérennes. Si bien que le rôle de Ziad en tant que responsable de l'ensemble de la formation, et moi sur le plan pédagogique, nous avons plus un rôle de superviseur maintenant qu'un rôle de formateur. Sauf si nous avons un projet de formation à mettre en place, et là nous sommes en train de développer un projet dentaire pour assurer la prise en charge de toutes les urgences dentaires en Syrie, et en particulier dans les camps de réfugiés où il n'y a pas de prise en charge dentaire. Donc, ça c'est pour parler un peu. Il s'était agi à un moment donné d'être face en même temps à la réalité de ce qui se passait au Bangladesh et en Birmanie.
nous avions la notion de milliers et de milliers de personnes qui fuyaient la Birmanie, qui étaient discriminées. Les villages étaient attaqués par l'armée birmane parce qu'ils étaient musulmans. Et nous avons pensé que nous pouvions peut-être, avec l'expérience que nous avions acquise, nous pouvions peut-être apporter notre aide, parce qu'on nous parlait bien de centaines de milliers de personnes qui s'étaient réfugiées au Bangladesh. Et je rappelle que le Bangladesh, c'est quand même un des pays les plus pauvres du monde. Et ce pays le plus pauvre du monde était confronté au même temps à l'arrivée de ces centaines de milliers de réfugiés. Lorsque l'Europe, et vous vous rappelez tous, a eu à recevoir 1 million de Syriens, d'accord ? Rappelez-vous combien ça a posé des problèmes à l'Europe pour 1 million de Syriens. Pour l'Europe, pour plus de 500 millions d'habitants. Et pensez maintenant au Bangladesh, d'accord ? Ce pays de 20 millions, de 30 millions d'habitants, qui voit arriver 1 million de personnes et qui doit le prendre en charge tout seul. Et donc, nous avons pensé que nous pouvions aider avec notre expérience. Et nous y sommes allés, avec une équipe en même temps anglaise, le docteur Noth et le docteur Mounir. Nous y sommes allés et nous avons formé 2 équipes médico-chirurgicales pour la prise en charge. Et on s'est retrouvés dans une ville qui s'appelle Cox's Bazar et dans un camp de réfugiés où à l'époque il y avait plus de 800 000 personnes entassées dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer, de précarité, de pauvreté en même temps, et entassés les uns sur les autres dans des conditions d'hygiène qui étaient extrêmement déplorables. Nous sommes allés à l'hôpital de Cox's Bazar pour voir si nous pouvons renforcer les équipes du Bangladesh pour les aider à soigner les blessés qui venaient. Beaucoup avaient traversé la jungle, de ces hommes, de ces femmes avaient traversé la jungle. Ils avaient des blessures, utilisées d'armes à feu, d'armes blanches en même temps, etc. Et donc, nous avons voulu apporter notre aide au même temps à nos confrères du Bangladesh pour les prendre en charge. Et il y avait effectivement tout un étage de l'hôpital qui était consacré essentiellement aux gens aux Rohingyas. Et nous leur avons dit, écoutez, nous sommes là, nous pouvons utiliser vos blocs opératoires et nous pouvons vous aider. Et nos collègues, le directeur de l'hôpital nous a dit, mais on ne peut pas, parce que nous n'avons pas assez de matériel. Si vous opérez, d'accord, avec les moyens que nous avons nous, d'accord, eh bien nous n'aurons même pas assez pour l'ensemble de la population de Cox's Bazar. Et donc, c'est pas qu'ils refusaient, mais c'est qu'ils n'avaient pas les moyens d'opérer. Et dans la pièce que nous avons vue, il y avait tellement de gens à qui il fallait apporter notre aide, les opérer, etc., que nous avons fini par louer une clinique privée, d'accord ? Et là, ça a été beaucoup plus facile. Et nous avons loué une clinique privée et pendant 1 semaine, nous avons travaillé à 2 équipes pour soigner. Mais ce qui est particulier de la population Rohingya, c'est que c'était une population qui, en Birmanie, était totalement discriminée. Elle n'avait pas accès à des soins, mais du tout. Elle ne pouvait pas se soigner normalement, etc. Elle ne pouvait pas être alphabétisée. Ils étaient vraiment une population qui était dans des ghettos dans leur village, etc. Une population complètement rejetée des Birmans. Et donc, nous avons vu des pathologies que je n'aurais jamais imaginées. Jamais. Il y avait des cancers très évolués. Il y avait et en particulier ce grand-père qui avait un cancer de la face. Comme le cancer suintait, il mettait du papier journal pour absorber le liquide qui sortait de sa joue. Il y avait des enfants. Il y avait des gens qui avaient des calculs dans leur vessie qui étaient de la taille d'œufs de pigeon et qui ne pouvaient même pas se redresser, etc. C'était une population qui avait souffert en même temps à la fois d'avoir été subi les atrocités de l'armée birmane, mais c'était au même temps une population qui avait besoin de soins parce qu'elle n'avait jamais été prise en charge. Il y avait ce goitre, par exemple, cette femme qui avait un goitre tellement important qu'elle ne pouvait absolument pas tourner sa tête, tellement le goitre était important, ce qu'on ne verrait jamais en France, parce que dès l'instant où il est un peu gros, hop, il est opéré. Donc aujourd'hui, a priori, la Birmanie a autorisé le retour des Rohingyas,
mais personne des Rohingyas n'envisage de retourner dans ce pays parce qu'ils ont bien évidemment, la majorité des villages ont été brûlés et en même temps, ils ne font absolument pas confiance. Et donc, l'ONU, la Croix-Rouge internationale, comme le Croissant-Rouge international, etc., n'ont même pas les moyens suffisants pour assurer la prise en charge de ce million de personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, l'UOSSM intervient dans ces zones de catastrophes d'origine humaine, malheureusement, et on continue nos actions, on continue l'aller-retour. Comme il a dit Raphaël, la dernière voyage, on a rencontré ces besoins de soins dentaires, que là, actuellement, il y a un projet que Raphaël est en train de préparer pour retourner avec quelque chose de concret pour ces zones-là. Raphaël, là maintenant, les gens quelquefois posent des questions lorsqu'ils voient des ONG qui font l'aller-retour, qui voyagent, lorsqu'ils voient des médecins, des infirmières, des sages-femmes qui l'ont fait, ces missions humanitaires qui l'ont revenu. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment faire pour aider? Comment faire pour participer? Est-ce qu'on est obligé tous de joindre des ONG comme ça pour faire l'aller-retour? Est-ce qu'on peut aider autrement? Comment faire pour qu'on se sente utile vis-à-vis à ces populations qui ont vraiment besoin suite à ces catastrophes? Et malheureusement, on voit, et je pense que les catastrophes à l'origine humaine, ils ne vont pas arrêter dans les prochaines années. Oh non, je pense qu'avec le réchauffement climatique, il faut bien s'attendre à un mouvement migratoire d'importance. Quand on pense que le Bangladesh, il est prévu qu'en 2030-2050, le 20% du territoire du Bangladesh sera sous la mer, 20% du territoire du Bangladesh sera sous la mer, que va devenir cette population? Où va-t-elle se réfugier? Où va-t-elle aller? Qui acceptera de recevoir les Bangladais? Est-ce qu'en Europe, on acceptera de les recevoir? Où ça va se passer? Donc on est face à une catastrophe humanitaire qui est a priori prévisible. Nous avons 10 ans. 10 ans devant nous pour faire en sorte que la température ne dépasse pas 1,5 degré. 10 ans devant nous, je dis bien 10 ans. Et donc il y a une urgence climatique parce que nous allons aller vers des situations de catastrophe liées au climat qui seront très importantes. Et déjà, il faut que nous nous adaptions. Déjà, il faut s'adapter avant d'avoir à subir ces catastrophes. Et je dis bien que nous avons 10 ans devant nous, c'est le GERC qui le dit, la température devrait monter à 1,5 degré si nous ne faisons rien d'ici là. D'accord ? Donc on est face à des situations de catastrophes prévisibles dès maintenant. Il y a une nécessité d'une prise de conscience pour nous tous, parce que les enjeux sont réels, et il y a une nécessité d'une prise de conscience. Eh bien, bien souvent, lorsque je fais des conférences, et comme avec toi, Ziad, les gens disent « Mais comment peut-on faire, nous aussi, pour vous aider ?» Alors, je dirais que il y a une nécessité aujourd'hui, et nous sommes ici dans une réunion de croyants. D'accord ? C'est la réunion des musulmans de France. Il n'y a, pour un croyant, et je le suis, pour un croyant, il n'y a pas simplement de faire ce qui nous est demandé, mais il y a surtout de se tourner vers l'autre. Et donc ça nous amène forcément, la foi amène à l'engagement. La foi amène à l'engagement. Pas l'engagement simplement pour soi, égoïste, mais c'est forcément pour les autres. L'engagement pour les autres. Et l'engagement pour les autres, c'est pas forcément l'engagement comme pour toi et moi, pour la Syrie ou pour l'étranger. L'engagement, c'est dans sa maison. C'est le voisin, c'est le réfugié qui est en bas de la rue, c'est celui qui est porte de la chapelle, le réfugié qui se trouve à Aubervilliers, ces milliers de gens qui sont dans les rues de Paris aujourd'hui, qui sont abandonnés. L'engagement humain que nous avons à faire en tant que croyants, c'est cet engagement vers les autres et vers les hommes, quels qu'ils soient. Et donc, quand souvent on me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire pour les Bangladais, pour les Rohingyas? Qu'est-ce que je peux faire pour la Syrie ?» Bien évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de compétences, comme les nôtres, hein? Mais nous avons des compétences qui sont des compétences du cœur. Alors, bien entendu, vous pouvez nous aider financièrement dans les projets qui sont les nôtres, etc.
mais c'est surtout cet engagement humain qui est de regarder ce qui se passe autour de nous et de savoir comment nous pouvons aider autour de nous. Merci Raphaël. Donc voilà, je termine pour dire que tout ça, tout ce qu'on vous venez d'entendre et tout ce que j'ai vécu moi-même et notre organisation avec Raphaël, on comprend mieux son engagement humanitaire si on lit le livre « Va où l'humanité te porte ». Merci beaucoup Raphaël, et moi je voudrais quand même profiter de votre présence si vous avez des questions particulières au sujet qu'on a discuté à Raphaël ou à moi-même. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes là pour discuter, pour échanger, c'est pas simplement pour parler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, merci pour l'intervention. J'aimerais savoir un peu plus de détails sur le quotidien des interventions, sur le nettoyage par exemple du matériel. Est-ce que vous jetez comme ici il faut réanesthésier plusieurs reprises En fait, la situation dans les zones où on intervient, c'est vraiment une situation qu'on ne peut pas comparer ici avec la France. C'est vraiment des zones très pauvres où il n'y a pas assez de moyens. Donc on essaie quand même de restériliser, de renettoyer la plupart du matériel qu'on amène avec nous. C'est vrai qu'on amène beaucoup de matériel avec nous, on essaie d'acheter dans les pays limitrophes, mais là-bas sur place, il n'y a pas assez de ressources. Et vu qu'il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas les moyens pour acheter tout, pour jeter tout, presque on ne jette rien. On restérilise, on est revenu dans la médecine dans quelques années vers l'arrière, où lorsqu'on utilise des matériels, on utilise des instruments, on va les laver, on va la restériliser pour la réutiliser une deuxième fois. Et si je vous donne un petit exemple, s'il y en a quelqu'un dans le domaine de l'anesthésie, vous savez, les masques laryngés qu'on utilisait il y a 20 ans, on ne le jette pas, on le nettoie. Là maintenant en France, on jette, tout est jetable. Lorsqu'on est parti à Bangladesh, on a amené avec nous, avec des séries de masques laryngés qu'on n'a pas jetés, qu'on a nettoyé, qu'on a restérilisé, et on réutilise parce qu'il n'y a pas assez les moyens. Oui. Salam alaikum. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Si j'ai bien compris, les masques que vous utilisez, ce sont les mêmes que nous utilisons en France. C'est bien ça? Du coup, si en France on les jette, est-ce que vous avez organisé ou est-ce qu'il y a une possibilité d'organiser une récupération de ces déchets, entre guillemets, puisqu'ils sont nettoyables et réutilisables? On a déjà fait ça. Là où on travaille, on essaie de récupérer tout ce qu'on peut récupérer et tout ce qu'on a le droit à récupérer, et on le nettoie et on le ramène avec nous. Lorsqu'on part, on part souvent avec des centaines de kilos de matériel, soit pour réutiliser, soit pour la formation. Parce que pour former, on a quand même installé comme des blocs virtuels avec des mannequins. Et ça, c'est aussi l'idée de formation de Raphaël, que les gens, ils vont travailler eux-mêmes. Et lorsqu'ils vont travailler avec des matériels déjà utilisés pour faire l'économie. Donc, on a déjà fait ça. Et si quelqu'un qui peut participer avec nous, vous êtes les bienvenus. Est-ce que, du coup, si on veut participer, comment on s'y prend? Moi, j'y connais rien, mais Il y a le stand de l'USSM dans la salle. Vous pouvez visiter le stand et comme ça, vous pouvez laisser vos coordonnées et on peut vous recontacter voilà, pour voir ce que vous pouvez faire pour nous. D'accord, merci. Merci beaucoup. Autre question? Il y a autre chose aussi qu'on a vu là-bas sur place et qui se développe,
c'est tout ce qui est médecine ambulatoire. Vous entendez maintenant la chirurgie ambulatoire, la médecine ambulatoire, que les gens rentrent le matin à l'hôpital et sortent le soir. Voilà, c'est pas la peine de rester hospitalisé plusieurs jours à l'hôpital. Donc, que là, ici, en France et en Europe et aux États-Unis, on est en train de parler qu'il faut passer à 50% d'ambulatoire. Là où on va, et surtout en Syrie, l'ambulatoire est beaucoup développé, plus qu'ici, pour deux causes. Numéro un, la sécurité. Quelqu'un qui vient pour se faire opérer, il a peur de dormir à l'hôpital, parce que comme il a dit Raphaël, l'hôpital c'est une zone dangereuse. Donc une fois il est réveillé, il rentre chez lui, parce qu'il a peur de rester à l'hôpital. Et deuxième chose, le coût. Vu quand même qu'il n'y a pas assez des hôpitaux, il n'y a pas assez de moyens pour les hôpitaux. Donc on a vu que la chirurgie ambulatoire et la médecine ambulatoire, beaucoup développée. On parle ici en France de l'accouchement maintenant, que la femme, elle ne doit pas rester à l'hôpital 5-7 jours, qu'elle peut rentrer au bout de 2-3 jours. Là-bas, c'est au bout de 2 heures qu'elle rentre chez elle. La césarienne, le soir même, elle rentre chez elle, en Syrie. N'est-ce pas? Oui? Donc voilà, on sait que la médecine, quand même, elle a beaucoup développé pendant les périodes de guerre. Hein. Et là, on a vu que la médecine ambulatoire et la chirurgie ambulatoire est beaucoup développée dans ces zones-là à cause de la sécurité et à cause, bien sûr, du coût. Pas d'autres questions? Non? Ok, bon, remercions nos professeurs, à moins que vous aviez quelque chose à rajouter. Raphaël, dernièrement, Raphaël. Oui, juste pour vous dire que le livre qui est en vente est au bénéfice de l'USSM.